Là, on est vraiment sur une partie très dangereuse, très très exposée. On est à 3002, il y a des éclairs, il pleut, il y a des éboulements, il y a des cordes, des échelles. Et moi, en fait, je suis en mode guerrière et c'est hyper traumatisant. En fait, là, ça dure, 4 ou 5 heures jusqu'au refuge d'après. Mais là, on est là, mais on se dit, mais putain, mais qu'est-ce qui va nous arriver en fait? Bienvenue sur Les Frappés, le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure. Je suis Loïc Blanchard, entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. J'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en judo avant de quitter les tatamis pour me consacrer à des sports de plein air comme le triathlon ou partir m'évader sur des treks engagés. Récemment, je suis devenu finisher de la PTL, un ultra-trail de 340 km autour du Mont Blanc organisé par l'UTMB. Depuis la création des Frappés en 2020, j'ai deux objectifs. Le premier, c'est de vous faire découvrir des univers fascinants, qui font rêver. Avec mes invités, on ira naviguer sur toutes les mers du monde. On participera à des expéditions dans les régions polaires ou en Himalaya. On découvrira l'envers du décor de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau. Et on partira en mission avec des membres des forces spéciales. Le deuxième, c'est de vous aider à croire en vos propres rêves et à passer à l'action grâce au partage de ces invités exceptionnels. On sous-estime largement ce dont on est capable physiquement ou mentalement et je suis convaincu qu'une petite conversation peut déboucher sur de grands changements. On a en moyenne 4000 semaines à vivre sur Terre, alors autant les vivre à fond. Attention, épisode hors norme en approche. Vous connaissez certainement Perrine Fage, une athlète d'ultra-endurance qui a un sacré palmarès et que j'avais déjà accueilli sur Les Frappés en novembre 2021, c'était l'épisode 55. Si son nom ne vous dit rien, je vous invite vraiment à aller écouter son histoire. Cette fois-ci, on parle d'une épreuve en particulier dans laquelle elle s'est lancée à la fin de l'été 2023, le Tour des Glaciers. Le Tour des Glaciers, c'est un monstre dans l'univers de l'ultra-trail. Avec ses 450 km et 32 000 mètres de dénivelé à réaliser en 190 heures, c'est pour les 200 coureurs triés sur le volet qui en prennent le départ, un véritable combat. La première fois qu'elle a vu des participants au Tour des Glaciers avec leur sac sur le dos, prêts à partir en montagne dans la nuit pour plusieurs jours, Perrine en a eu des larmes aux yeux. Elle s'est dit que jamais elle ne se lancerait sur un format pareil, et pourtant, elle a fini par le faire. Je ne vous dévoile pas tout, mais pas mal de choses ne se sont pas passées comme elle l'avait imaginé. Le Tour des Glaciers s'est arrêté pour Perrine au kilomètre 396. En l'écoutant, seulement quelques jours après la course, me raconter ce qu'elle a vécu, j'ai eu le sentiment qu'une partie d'elle était restée là-bas. Son témoignage, je le trouve fascinant parce que c'est la preuve que même avec une grande expérience de l'ultra, on peut toujours apprendre et s'améliorer. Excellente écoute à vous Les Frappés et merci beaucoup Perrine pour cet échange. Perrine, bienvenue sur le podcast. Merci Loïc de me recevoir à nouveau. À nouveau, c'est vrai, ouais, bienvenue à nouveau. Donc, s'il y en a qui l'avaient pas écouté, on avait déjà fait un épisode avec Perrine il y a un moment. Alors, je mettrai le lien en description, qui était l'épisode, on va dire, un peu classique des Frappés, où tu nous avais parlé de ton parcours, toutes les folies que tu fais. À l'époque, je crois que tu avais fait... T'étais sûr quoi, l'Enduroman était fait. Je sais pas si on savait déjà qu'on allait se retrouver sur la même édition de la PTL, je pense pas. Non, c'est Mais ce que voilà, j'allais dire. Entre-temps, on s'est un petit peu croisés dans la montagne. Ouais, c'est clair. Mais voilà, s'il y en a qui veulent découvrir ton parcours en général, s'il y a encore des gens qui ne te connaissent pas dans l'univers de l'ultra, allez écouter cet épisode. Et là, on va faire un focus sur, j'allais dire une course, je sais pas si une course, une aventure, une expérience un peu folle que tu as vécue récemment, qui est le Tour des Glaciers, qui avait l'air d'être quelque chose d'assez intense, extrême. Donc, je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais déjà, en quelques mots, nous expliquer ce que c'était que le Tour des Glaciers, puisque c'est une course un petit peu particulière quand même. Alors le Tour des Glaciers, moi je savais même pas que ça existait et quand je suis allée à Courmayeur pour prendre le départ du Tour des Géants, je suis allée dîner 2 jours avant le départ et j'ai vu des gens partir à la guerre à 20h le soir, il faisait froid et on m'a expliqué qu'ils partaient faire 450 bornes sans assistance, sans ravito, sans balisage. Et je les ai vus partir, j'ai pleuré, mais toutes les larmes de mon corps. Je trouvais ça hyper émouvant. Je me rappelle, il y avait Lucas Papi, etc. Je pense que c'était la 2e édition. Énormément d'émotions et je m'étais dit, jamais je ne ferai ça. Et puis, le lendemain, j'ai fait le Tour des Glaciers, enfin 2 jours après.
Et quand j'ai fini le Tour des Glaciers, on m'a dit, ah, ben c'est génial, t'as mis moins de 130 heures, donc du coup, tu es éligible à prendre part au Tour des Glaciers. J'ai dit, ouais, super, merci, non, merci. Et puis, les choses ont fait que l'année d'après, je me suis lancée sur la PTL en équipe. Et forcément, c'est un peu la suite logique parce que voilà, la PTL, c'est un peu le même style de course que le Tour des Glaciers, sauf qu'on est en équipe. Même style de course, j'entends par là, on est hors sentier, il n'y a pas de balisage, on est sur du très technique, du alpin, des marches d'approche. Et c'est pas vraiment une course. On se ravitaille dans les rivières pour l'eau et dans les refuges pour la nourriture. On a quand même notre assistance qui vient à certains points. Euh, donc voilà, pour moi, une fois, la PTL fait 290 km au lieu de 460 pour le Tour des Glaciers. Donc je me suis lancée l'année d'après le Tour des Géants sur la PTL. C'est une aventure que j'ai trouvée très difficile parce qu'on était trois et que je trouve que gérer à trois, je sais pas, je pense que toi aussi, tu sais pas toi qui va me contredire, mais que gérer un tel effort à trois, c'est difficile. C'est difficile de gérer le sommeil, c'est difficile de gérer les égos, c'est difficile de gérer les difficultés. Mais à côté de ça, on se sent quand même beaucoup plus en sécurité que quand on est tout seul en hallucination, accroché à une falaise avec des éclairs au-dessus de la tête. Donc, c'est vrai que quelque part, la PTL, oui, c'est dur d'être à trois, c'est très dur, mais ne pas être seul, c'est quand même pas mal aussi. Voilà, la PTL était une très très belle expérience. On en a partagé un petit bout ensemble. C'était très technique la PTL. Moi, j'ai trouvé ça quand même technique. Ce qui était bien aussi sur la PTL, c'est que il y avait des passages où on avait la possibilité de s'accrocher. On s'est pas toujours accroché, mais moi, les derniers jours, personnellement, sur le Mont Buet, je me suis accrochée tout simplement parce que je manquais de lucidité et que, étant moi-même ayant quand même pratiqué beaucoup l'alpinisme, je suis quand même beaucoup plus prudente que mes compagnons qui l'ont pas pratiqué. Et donc, quand j'ai pas dormi et que je suis pas bien et que j'ai la possibilité de m'accrocher, je m'accroche. On part avec un casque et un baudrier sur la PTL. J'ai beaucoup mis le casque sur la PTL et le baudrier, ouais, je m'en suis servi, je me suis accrochée plusieurs fois. En Italie, c'est une autre discussion. Le matériel obligatoire, c'est zéro. Vous partez avec ce que vous voulez. Et donc on ne part avec rien. La seule chose que j'ai pris, moi, c'est les crampons parce que comme il n'y avait pas de matériel obligatoire, je savais que j'aurais besoin des crampons sur un passage au tout début et que j'allais m'en débarrasser rapidement. Si j'avais dû me les traîner tout le long, je pense que je les aurais même pas pris, ce qui était bête. Mais bon, voilà. C'est vrai que ça pousse aussi à prendre moins d'affaires et je sais pas si c'est bien, mais en même temps, on est supposé quand on fait ce genre de course être capable de prendre nos décisions nous-mêmes Ouais. et faut responsabiliser les gens aussi. Voilà. Ok. Donc Donc tu disais, le, oui, 2021, tu as fait le Tour des Géants, qui est la ouais. course classique, voilà, que tu as fait en moins de 120 heures, c'est ça? Je crois que c'est moins de 130 pour être qualifié pour les glaciers, ouais. Ou je Ok, sais plus. d'accord. Donc si tu fais en moins de 130 heures, et le Tour des Géants, c'est un quoi? C'est un 300, je l'ai plus en tête, c'est 300 quelque chose déjà? 350. 350. 350, donc c'est déjà un énorme Ils appellent monstre. ça Donc 330, mais il fait 350. les petits vins de surprise pour la fin. Ouais. Ok, donc tu fais ça en moins de 130 heures, du coup ça te qualifie pour le Tour des Glaciers. Une info que je suis pas sûr d'avoir en tête clairement, le Tour des Glaciers du coup ça a lieu tous les ans ou c'est une édition qui balance de temps en temps Ça a lieu tous les ans, mais D'accord, c'est une nouvelle course. Enfin, nouvelle. Je crois qu'il y a eu 4 éditions. Et peut-être que c'était d'accord, la ok. cinquième. Oui. Ok, Ou ok. la quatrième. Je Ok. sais plus. Et donc, tu as un dossard. Donc là, en 2021, tu sais que tu as un dossard pour le Tour des Glaciers après avoir fini le Tour des Géants en moins de 130 heures. L'année suivante, donc 2022, on se retrouve tous les deux sur la PTL, entre autres choses, parce que je me rappelle que tu es allé faire une traversée de la Manche juste avant la PTL. Enfin, voilà, tu as eu plein de Ouais. choses, mais entre autres, la PTL. Et donc là, tu t'es décidé 2023 à partir sur le Tour des Glaciers, qui est pas un 350, mais un 450, c'est ça? 450, ouais, mais un bon 450, hein. Parce que par exemple, moi, à ma montre, j'ai fini à
396 et j'étais au kilomètre 350. Donc, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ok. Ok. Et ma montre Et, ma montre marche très bien. Donc voilà, ok. j'ai peut-être pas tracé tout droit au bon endroit, mais bon, voilà. Euh, Et donc, le format de la course, c'est que tu es, pour le coup, à l'inverse de la PTL que tu évoquais, tu es en solo. C'est ça, du début ouais, à la fin. du début à la fin. Il y a du hors-sentier aussi, comme un peu la PTL, Alors, ou tu restes. il y a du hors-sentier, on va dire. Pour moi, la navigation était beaucoup plus facile que sur la PTL, je pense, parce qu'on est sur des sentiers connus, la Altevia 1 et Altevia 2. Euh, il y a très peu de hors-sentier, honnêtement. Et les grosses difficultés, c'est les gros pierriers où il y a eu des effondrements et donc il n'y a pas du tout de balisage. Et donc, il faut savoir tracer comme une marche à poche, comme un guide de montagne. C'est important de bien tracer. Et si tu es tout seul, bah, tu galères. Si c'est la nuit, tu galères. Et il faut trouver un bon compagnon pour tracer avec toi si toi, t'es pas un bon traceur. Donc moi, je suis quand même normalement une bonne traceuse qui m'a permis d'avoir des gens qui restaient un peu avec moi parce qu'ils savaient que j'allais bien tracer. Mais après, c'est vrai que j'étais pas forcément la plus rapide. J'ai eu du mal à rentrer dans ma course. Enfin, je sais pas quand tu veux qu'on commence à parler de la course, mais moi j'ai fait un début de course où j'étais un peu à côté de mes pompes, quoi. Donc, alors pour revenir sur la genèse de la course. Je savais que ça allait être dur. Je suis partie faire donc comme pour la PTL, j'avais quand même pas mal souffert parce que je m'étais absolument pas préparée pour la PTL puisque j'avais fait que nager. J'avais zéro entraînement de course à pied sur la PTL. Euh, J'avais pour objectif de réussir mon tour des glaciers. Pas réussir, j'entends de finir, hein, parce que je savais très bien de quoi il s'agissait. T'as beau entendre les gens qui te disent ah mais c'est pareil 300 450 et tout. Non, non, en fait, tu sais, c'est marrant, ça me rappelle mon premier trail où comme j'en avais jamais fait, je pensais que c'était facile et donc je me suis lancée sur un 160 et j'étais là ah bah c'est bon, on va le boucler en 20 heures. Évidemment, on a mis 42 heures, c'était un chantier pas possible. Et en fait, tu sais, c'est vraiment cette phrase de t'es tellement nul que tu sais pas que t'es nul. Tu vois, t'arrives. En fait, il faut quand même savoir il faut vraiment avoir un minimum de connaissances pour savoir que c'est dur. Et en fait, quand tu as zéro connaissance, eh ben, tu sais pas. Et tu penses qu'un 300 et un 450, c'est pareil. Et en fait, ce n'est pas du tout pareil. C'est pas possible. Il y a des choses, effectivement, qui sont pareilles, mais c'est pas pareil. Et donc, moi, je savais que ça allait être difficile. Je me suis quand même, cette année, plutôt préparée au Tour des Glaciers. J'ai fait des courses de 100 km. J'en ai fait plusieurs, genre 4 ou 5. Je suis partie faire une reconnaissance au mois d'août. Donc là, j'ai vu le chantier que c'était. J'ai fait les 2 tiers de la course, on va dire, mais j'ai quand même coupé quelques trucs. Euh, et puis je sais pas, il faisait moins chaud. Je sais pas, c'était un peu différent. Euh, et puis j'ai fait un peu des stages en altitude au Kyrgyzstan. J'ai fait le Mont Blanc one shot le lendemain des 90 du Mont Blanc. Enfin ouais, honnêtement, pour moi qui suis jamais préparée et qui arrive toujours à l'arrache sur les trails, honnêtement j'étais préparée. Donc bon, du coup j'ai vraiment zéro excuse. Mais ouais, ouais, je me sentais prête, tu vois, je me sentais prête parce que je connaissais le parcours, parce que j'avais mon matériel qui était prêt. Ouais, ouais, pour moi, j'y allais pour finir, tu vois, en sachant que ça allait être Hmm. dur, mais vraiment, j'y allais pour finir. Donc, Qu'est-ce qui c'est fait comme ça que j'ai que. abordé la course. Ok. Qu'est-ce qui fait que justement cette course-là, tu avais décidé de l'aborder différemment de d'habitude et d'arriver prête, de faire le max en amont? Bah, parce que pour moi, je savais que c'était un cran au-dessus, Ok. que comme j'étais toute seule, qu'il y aurait personne pour me tenir la main, que j'ai vu les difficultés que j'ai pu rencontrer dans la PTL, d'hallucination, où t'es complètement en perdition, au milieu d'un col, en pleine nuit et tout. Et là, je me suis dit, mais si t'es toute seule, comment tu vas faire, quoi? Tu vois, il y a un moment, il faut se responsabiliser aussi. Et tu peux pas être en perdition sur un col et tu peux plus marcher et tu peux plus parce que je veux dire on va pas te chercher avec l'hélico en pleine nuit quoi tu vois donc euh, et puis j'avais envie de faire une bonne course quoi j'avais dit allez cette année je suis pas trop comme ça normalement de tout mettre sur un objectif mais là ouais j'avais une année un peu difficile personnellement et professionnellement donc j'ai dit allez ouais j'avais vraiment tout misé sur cette course quoi je l'ai fait. Tu peux nous rappeler le dénivelé, donc 450 bornes pour combien de dénivelé?
32, au moins 32, ouais. Wow, ok, ouais, donc énorme Mais, chantier. Ok, mais encore une fois, peut-être plus facile en termes de navigue que sur la PTL, hein. Donc ça quand même, ouais, tu vois, ça aide, hein, parce que en fait, voilà, la navigation aussi, ça prend du temps, hein. Tu sais comment c'est. Regarder ta montre, quand tu as un doute, tu t'arrêtes, tu sors le téléphone, tu sors le GPS. Est-ce que ouais, vraiment je suis au bon endroit? Tu te trompes deux, trois fois. Bon, t'as vite fait de perdre une heure ou deux, quoi. ouais. Donc, voilà, parce que moi, c'est une course. Alors, et puis, l'autre chose, c'est que, ça, par contre, j'avais pas du tout regardé, c'est que les cut-off time n'ont rien à voir avec la PTL. C'est-à-dire que moi, je finis, on m'a empêché de continuer en me disant t'es hors cut-off, enfin, t'arriveras jamais au prochain truc, t'es plus ou moins hors cut-off. Je suis à 2,7 de moyenne sur ma partie, alors que sur la PTL, on finit à 1,8, un truc comme ça. Euh, donc, tu Ouais. vois, bon, là, tout le monde va rigoler en disant 2,5, 1,8. Alors, j'espère qu'il y a des gens qui font ces distances quand même, qui nous écoutent, parce que sinon, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est ces gens Ouais. qui marchent à 1 km/h? Pour rappel, Mais hein, bon, sur la PTL, on était peut-être à 1,8, mais non, ouais, à combien oui, 2,7, mais non, on était à 1,8 sur la PTL, c'est ça ce que tu disais. Sachant qu'on a mis plus ou moins, vous avez dû mettre quoi, 145 heures vous sur la PTL, votre équipe, 146, un truc comme 150, ça. non, je sais plus, 150. Nous, on était à 148 et vous êtes arrivé peut-être une heure On ou deux a... avant nous, Ah ouais, il me ah semble, ouais, ouais, ou peut-être une heure, je crois. Mais bon, bref, pour faire 1,8 de moyenne sur la PTL, pour info, entre le lundi et le dimanche, on a dormi à peu près 5 heures, 5 heures et demie, tous, en cumulé. Donc, c'est pas rapide en termes de rythme, mais en fait, c'était vraiment le max qu'on pouvait faire. Donc, voilà, non, pour non, bien que les gens bien se rendent sûr. compte, on faisait pas des barbecues, quoi. Attends, mais moi, sur le Thor, j'ai couru, mais j'ai énormément couru, j'ai couru toutes les descentes et tout, donc j'arrive même pas à me dire comment c'est possible. Enfin, en fait, si tu veux, tu perds tellement de temps dans les parties de grimpe, quoi, que, Ouais. j'ai- enfin, tu vois, que au final, je sais pas. Bon, il y a un truc où il y a peut-être des gouffres spatio-temporels la nuit, des trucs qui se passent. Je suis pas des trackers, moi, j'essaie d'avancer. Et puis, c'est vrai que souvent, le matin, à chaque fois que quelqu'un me voit le matin, il m'est arrivé plein de trucs incroyables la nuit. Donc, peut-être j'ai été aspirée, tu vois, c'est peut-être ces 40 kilomètres, je les ai fait la nuit quelque part. Je suis allée dans une Ouais. autre forêt. Il faudrait que j'étudie vraiment le tracker. Par rapport à ce que tu disais sur les raisons pour lesquelles tu voulais vraiment arriver préparé, tu as parlé des hallucinations sur la PTL. Alors, on le disait en tout début, hein, c'est la première fois qu'on rééchange du coup de vive voix depuis août 2022, et je me souviens effectivement qu'il y avait un des refuges, alors je sais plus lequel, où vous étiez arrivés tous les trois et vous nous avez dit, enfin tu nous avais dit que tu C'est avais eu de séparé. grosses hallucinations de nuit, ouais, ouais. Ouais. Mais on n'en avait pas plus parlé que ça parce que bon, chacun était dans sa course. En bref, tu pourrais nous raconter un petit peu ce que ça a été parce que j'ai l'impression que ça t'a marqué. Sur la PTL ou sur le tort Ouais, des sur la glaciers? PTL, ouais. Non, sur la PTL. Ben non, mais la PTL, écoute, alors si on parle des dernières, c'est celle que j'ai en tête, c'est vraiment les dernières, un moment où on s'est complètement perdu. Mais je pense que toi tu parlais d'autres, mais en tout cas, moi, celle dont je me rappelle très bien, c'est qu'à un moment, on était complètement perdu et les garçons savaient qu'en gros, ils avaient déjà reconnu cette partie et ils savaient qu'ils n'avaient pas pris le bon chemin. Et en fait, on faisait une boucle et on revenait à chaque fois. Et en fait, ils savaient que s'ils rentraient pas par le bon chemin, on pouvait jamais sortir par le bon endroit. Moi, j'étais pas du tout intéressée par la navigation sur la PTL. Je m'en suis absolument pas occupée. J'ai absolument pas regardé la montre. C'était Jo qui gérait tout avec Steven. Et donc, si tu veux, je me laissais complètement porter et je laissais aussi mon cerveau, parce que parfois tu luttes contre les hallucinations pour te concentrer, tu vois. Là, on n'était pas sur un passage spécialement technique, même si je me rappelle qu'on était accrochés dans des arbres. Mais toujours est-il qu'à un moment, je me suis allongée par terre et je leur ai demandé si on était dans un jeu télé et si on allait rester coincé toute notre vie dans cette boucle, en fait. Et j'ai parlé avec une voix de bébé. Et, Ah euh, ouais. et en plus, je me souviens très bien. En fait, j'étais consciente au moment où je le disais. Je disais, ah, mais c'est bien. Est-ce qu'il y a des gens enfin, voilà, j'étais vraiment dans un jeu télé où je pensais que les gens nous regardaient et que toute notre vie, on allait rester, c'était Truman Show, quoi. On allait rester dans cette Ouais, boucle. Truman Show, ouais. Ah, Il y avait des punaise, gens qui ouais. nous regardaient. Et j'en étais tout à fait consciente. Et Jonathan, je me rappelle, il était stressé et tout. Et Steven, il disait, non, mais c'est bon, laisse tomber. Et j'avais pas du tout envie de contrôler mon esprit. J'étais très calme, très, ah ben voilà, on va rester là toute notre vie. Donc, ouais, ouais, Incroyable.
C'était assez fou. Euh, donc, Oui, du coup, donc ouais, j'imagine que ce genre d'expérience, quand tu sais que tu pars solo, t'as pas nécessairement envie que ça t'arrive à 3 heures du mat, le 5e jour, au passage d'un col, quoi. Et pourtant, j'en ai eu, je reviendrai dessus tout à l'heure, et pourtant, j'en ai eu, mais je voulais vraiment pas les avoir, quoi. Et donc, Ouais. en fait, voilà, je prends le départ de ce Dor des Glaciers plutôt pas sereine, hein, en me disant là, je pars sur un gros truc, mais je vais aller au bout. Je vais aller au bout. C'était vraiment l'objectif. Je pense que je suis partie à un bon rythme, et ça, je fais toujours ça. Je pars trop vite toujours au début parce que parce que je sais que mentalement j'ai pas le courage de me retrouver au fond et de me remonter. Moi, je suis plutôt très je suis pas négative speak du tout. Enfin, bon, tu vois, enfin, bref, je pars toujours trop vite, mais je le sais. Bon, voilà. Et là, en fait, il fait une chaleur pas possible. Alors moi, il faut savoir que je vis au Moyen-Orient, que j'ai tous les moyens possibles imaginables pour m'entraîner à la chaleur, mais comme il fait trop chaud, je vais jamais dehors et je m'entraîne pas assez dehors. Et donc, évidemment, j'ai pas du tout supporté la chaleur. On a été beaucoup les 2 premiers jours à vomir, à être malade. Et moi, en fait, dès le début, alors il y en a, c'est à cause de l'eau. Moi, c'est pas l'excuse de l'eau. Honnêtement, j'ai vomi parce que j'ai pris un coup de chaud, quoi. Parce que j'avais une gourde filtrante. Je sais que j'ai fait attention à où je prenais mon eau. Donc je peux pas dire que c'est l'excuse de j'ai bu une eau qui était pas bonne. Je pense que j'ai pris un coup de chaud, j'étais pas assez entraînée à la chaleur, mais ça c'est ma faute et je peux te dire que ça c'est la dernière fois que je le fais. Et je suis partie trop vite, j'ai pris un coup de chaud et en fait au kilomètre 150, première nuit de, enfin 120 je crois, bon la première nuit tu pars de nuit et la deuxième nuit je me couche pour me coucher et carrément j'étais en train de vomir dans le lit au refuge. Je me suis réveillée en vomissant dessus. Et après, ça a été ça pendant 2 jours à pas pouvoir m'alimenter. Et, euh, et là, sa première erreur, donc je pense que j'aurais dû me protéger plus du soleil, j'aurais dû m'entraîner plus au soleil. Et première erreur, c'est d'en faire tout un drame. Genre, j'étais focus sur le fait que je ne gardais aucun aliment. Mais là où j'ai eu très tort vraiment, c'est que, en fait, c'est pas grave de pas manger tant que tu peux boire. Et je pouvais boire. Ça m'était déjà arrivé en Thaïlande en février. Mais en février, en Thaïlande, je pouvais pas boire. Et si tu peux pas boire, tu peux pas continuer. Mais là, je pouvais boire. Et à un moment, je t'ai gueulé. Là, j'ai perdu pas mal de temps. J'arrivais pas à dormir parce que je vomissais en m'allongeant. Et là, j'appelle mon père qui me dit, mais Perrine, est-ce que tu bois? Et je lui dis oui, les médecins. Il me dit, mais c'est pas grave. Ben, boire, prendre que du liquide, fais comme quand tu traverses la Manche, tu prends que du liquide. Et là, en fait, j'ai chargé toutes mes gourdes mortelles pendant 2 jours, enfin, pendant une journée. Et effectivement, la force, elle est revenue petit à petit. Donc ça, j'aurais dû, dès le début, au lieu d'en faire toute une histoire, de mentaliser le truc, de stresser, ah là là, ma course elle est foutue parce que je vomis, enfin, d'être over dramatique. Et ben en fait, j'aurais dû dès le début à réagir comme une athlète qui a de l'expérience que j'ai quand même un minimum et de voilà de remplir mes gourdes de poudre et voilà. Donc ça, je l'ai pas mal rectifié. Euh, donc j'arrive au refuge de Sella où là, je sais plus, là j'avais passé des grosses difficultés, mais vraiment ces 2 gros cols, là tu t'enchaînes en fait un passage hyper dangereux euh, où là en fait j'ai voulu attendre des Italiens pour pas le passer toute seule. Mais en fait, les mecs, ils étaient tellement lents sur la Via Ferrata, dans la descente, qu'au final, je suis restée avec eux pour la safety. Mais le mec, il donnait un cours de Via Ferrata. J'étais là, donc je les ai attendus. Mais sauf que du coup, la nuit, elle tombait. Enfin bon, en fait, d'attendre ces gens, au final, ça m'a fait perdre 2 ou 3 heures, quoi. Alors j'aurais dû descendre à mon rythme, que le passage avait été sécurisé par rapport à la reconnaissance où vraiment j'avais failli me tuer à la reco. Mais bon, voilà. Après, je suis arrivée au refuge de Sella. Là, j'ai vu Julien Chaurier qui arrivait, Victor des Géants était sur la course. J'ai réussi à dormir. Donc là, c'était cool. J'ai même commencé à réussir à manger. Donc là, j'étais un peu repartie. Allez, c'est bon. Et, Hmm. euh, et le matin, donc là, je dors 1 heure et demie, ma première heure et demie, mais j'avais fait péter une nuit de sommeil, du coup, tu vois. Donc là, je dors 1 heure et demie, 2 heures, je sais plus. Je pars en courant à fond sur Cogne.
en me disant c'est bon, là c'est facile, j'ai remangé, j'ai pris de l'énergie. Et là, évidemment, en courant, en me prenant pour je sais pas qui, je m'emmêle les pinceaux, c'était sur un balcon. Là, je me fracasse l'arcade contre un rocher. Heureusement qu'il y avait ce rocher parce que sinon j'aurais dévalé 200 mètres. Donc bon, je m'allonge sur le dos. Il y avait un mec qui était pas loin derrière parce que j'avais parlé avec lui. Et avant de me lever, je sentais le sang qui coulait dans mon cou et tout. Et je lui dis, mais qu'est-ce que j'ai? Pourquoi ça saigne et tout? Il dit, non, c'est rien, c'est juste l'arcade. Ça saigne beaucoup, mais c'est rien. Donc, hop, je repars. Et heureusement, il y avait le premier gros ravito à Cogne, plus les médecins. Donc, j'arrive à Cogne. Là, j'ai pas trop perdu de temps parce qu'en fait, au final, je suis tombée, mais j'ai continué. Puis, c'était de la route après jusqu'à Cogne. Donc là, j'arrive à Cogne, on me soigne. Euh, et puis, euh, et puis bah, ça va bien, je repars et tout, donc là ça va pas trop mal. Mais bon, quand Est-ce même, qu'à ce moment-là, pardon Perrine, est-ce qu'à ce moment-là, quand ils te voient débarquer, parce que j'avoue que l'image que moi j'ai vue sur les réseaux, elle est quand même vachement impressionnante. L'arcade, bah ouais, ça saigne beaucoup. Est-ce ouais, que c'est comment l'assistance médicale? Est-ce que ils te checkent, bah non, ils te bah, demandent il te si tu veux demande, arrêter ou... est-ce que vous avez perdu connaissance? Bon, bah honnêtement, oui, quoi, mais j'ai dit que non. Est-ce que, enfin, j'avais pas vraiment perdu connaissance, mais bon, je m'en souviens pas, quoi. Non, mais j'ai bien eu 2, 3 secondes d'absence, tu vois. Mais bon, est-ce que c'est Ouais. vraiment perdre connaissance? Non. Donc là, tout de suite, j'ai dit non, non, pas du tout. Et en fait, j'ai fait justement très attention que personne me voie. J'ai vu juste tout de suite un seul médecin. Et là, j'ai continué. J'ai vraiment fait en sorte que ça s'arrête pas là, quoi. Tu vois, franchement. Donc, euh, donc là, ça allait pas mal. On me soigne et tout. Et je repars. Je repars plutôt pas mal en fait au final. Je me dis allez c'est bon, c'est pas grave, c'est rien. Mais quand même en fait après je me rends compte que ça fait un peu mal, tu vois. Bon, pas top top quoi. Et puis ben là je continue. Alors après qu'est-ce qui se passe là? Ben là je fais une journée un peu euh, ouais une journée où j'avance tranquille et tout, qui se passe quoi. Une journée un peu où j'avance pas très vite mais quand même j'avance. Ça va. Et fin de journée, là, j'arrive à un refuge. Ah oui, c'était une partie que j'avais pas reconnue là, mais bon, ça se passe plutôt pas mal. J'arrive à remanger des œufs et tout, donc la protéine et tout, donc ça va mieux. Ça y est, c'est parti. Et et puis là, fin de journée, je revois encore mon équipe qui était là. Euh, Là, pareil, je remange, je dors un peu, et là, je pars sur un col de merde, et je le savais. Et là, je pars avec des Italiens avec eux, et puis en gros, ils me dropent dans la montée, c'est con, alors qu'on était ensemble, tu vois, ils vont un peu plus vite que moi, mais pas trop. Bon. Et puis, je vois plus leur lumière et tout. Je dis, bon, bah, je vais pas assez vite. Pourtant, je montais bien quand même, tu vois, mais bon, voilà. Et puis là, voilà, je me perds. Je me perds pendant des heures, des Ah heures. ouais. C'était un gros pierrier. Je me perds, je me perds. Et puis, je sais pas trop ce qui s'est passé, en fait. Tu vois, je montais, mais je sais pas trop. Et en fait, j'arrive en haut du col. Et je les vois là-haut, les Italiens. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Et en fait, eux, ils s'étaient perdus aussi. Alors qu'en fait, si on était restés tous les trois, on se serait pas perdus. Parce qu'en fait, ce qu'il faut la nuit, c'est rester ensemble, tu vois. Et c'est là où je te dis, j'étais pas du tout dans ma course. Parce qu'en fait, quand tu es sur une course comme ça, il faut rester ensemble. Surtout la nuit. Et il faut pas se dire, alors effectivement, faut pas faire comme moi où je suis restée avec des gens qui avançaient pas, qui savaient pas descendre une échelle et tu perds 3 heures. Et souvent, c'est ça le problème, c'est que souvent, quand on est sur des parties difficiles, on attend les gens et parfois on perd 2, 3 heures sur les parties très techniques. Mais bon, est-ce qu'au final, d'être ensemble et d'unir ses forces pour tracer, c'est pas mieux aussi? En fait, c'est une course où quand même, qui au début, j'ai trouvé quand même assez compétitive. Et d'ailleurs, je l'avais vu sur la Reco où personne voulait me parler, les gens que je croisais, il n'y avait pas trop de fraternité. Ah ouais. J'avais été un peu choquée d'ailleurs. Mais bon, attends, ça, je te dis ça, mais ça, c'est les 2 premiers jours, 3 premiers jours. Après, ça, les choses ont changé après. Hein. Après, quand t'es vraiment dans la merde, il y a un peu plus d'humanité, quoi. Et puis, donc là, tu vois, je retrouve ces Italiens, Anna, enfin une fille en plus, tu vois. Et puis c'est vrai que les filles entre nous, on s'aide pas, quoi, tu vois. C'est vraiment, il y a un truc. Et donc je les vois, et puis au final, bah, je continue, tu vois, je pars, je crois que même je pars sans eux et tout, parce que je me rends compte, là, d'un coup, je regarde l'heure, et là, je me dis, mais putain, mais il y a le cut-off.
Mais moi, si tu veux, je regarde pas le cut-off dans ma tête, j'avance, donc je suis pas au cut-off. Il y a aucune raison que je sois au cut-off. Je me suis peut-être perdu 2 heures là, j'ai peut-être perdu 2, 3 heures de sommeil, mais au pire, j'ai 5 heures, c'est impossible que j'ai un problème de cut-off. Et là, je me rends compte que c'est la merde. Et là, bah, je les largue, hein, je leur dis, bah, salut les gars, moi là, ça va pas passer, quoi. Donc là, gros stress, mais vraiment gros stress. Donc là, je pars comme une folle, je suis en larmes dans la descente, j'envoie un message à mon équipe, je vais putain, ça va, j'avais passé. Bon là vraiment, j'étais vraiment en stress. J'arrive en haut du dernier col, à un refuge où là, les mecs, ils sont pas à boire, pas à manger. Je dis, mais laissez-moi acheter quelque chose. Ils dormaient, enfin, ils voulaient même pas me filer un truc. Donc, bon, bref, ça m'énerve trop. Donc là, je suis vraiment à super pissed off, je pète en plomb, et je suis vraiment pas bien, mais j'avance. Et puis j'arrive à Donas, là, où je sais plus comment ça s'appelle. Alors là, c'est sordide parce qu'en fait, tu descends à, bah, je sais pas, t'es à 2005 et là, la ville à Donas, elle est à 300. Donc là, tu te chopes une descente de 2000 mètres. Et en plus, tu sais que tu descends à 300 et il fait 40 degrés, quoi. Donc, Ouais. donc là, tu descends à 300, bah là, t'as le moral à zéro, tu sais pas si tu vas passer le cut-off. Bon, là, ça m'a plombé, hein, je te le dis. Je suis arrivée dans tous mes états, donc j'arrive 20 minutes avant le cut-off, je prends une douche, il n'y avait pas de douche, il y avait une douche pour tout, il y avait le temps des géants aussi, il y avait une douche pour 2000 personnes, quoi. Donc là, je me fous dans la salle de bain des filles à poil, en train de me rincer, tu vois, avec le lavabo devant tout le monde, je suis rien à foutre, quoi, tu vois. Vraiment le truc énervé. C'est pas une course que je porte énormément dans mon cœur. J'aime beaucoup le concept du Tour des Glaciers. Après l'organisation de Tour, je suis pas hyper fan, mais bon. Donc du coup, tout va bien. Là, je mange une pizza. Ça va mieux. Je rends mon sac parce qu'en fait, il faut que tu sortes du ravito. Tu sais, le cut-off, il est à la sortie du ravito et pas à l'entrée. Donc je suis arrivée 20 D'accord. minutes avant. J'ai sorti mon sac. Et après, par contre, tu fais ce que tu veux. Après, on savait que ce cut-off-là était dur, mais qu'après, ça allait mieux. Et donc là, Là, on est à quel bon, jour du coup? je sais plus. Là, je Ok. suis perdue. Et là, je dis, donc là, c'est en plein après-midi, c'est midi, quoi, plein cagnard. Et là, tu sais que tu es à 3000, à 300 et qu'il faut que tu montes à 2005. Et même plus, moi. Je crois que les crêtes, elles sont à 3. C'est des crêtes en haut. Je crois qu'elles sont à 3000. Et là, je dis, il faut que je dorme. Donc là, mon équipe, plus quelqu'un d'autre qui était venu, non, il faut pas que tu dormes, il faut que tu repartes. T'es trop short sur le cut-off. Et là, j'ai fait une erreur. C'est-à-dire que j'ai pas écouté. J'ai écouté. Alors qu'en fait, j'aurais m'écouter moi, tu vois. Et ça, c'est pas normal aussi. Il faut s'écouter toi. Faut pas écouter ce que te racontent les gens qui sont stressés, qui ont eu peur parce que t'as pas raté le cut-off. Parce qu'en fait, si tu dis j'ai vraiment besoin de dormir là, c'est que t'en as vraiment besoin. Et que là, tu vas te choper une montée de 3000 mètres, de 2005 de dénivelé positif, de 2007 de dénivelé positif. Et que si t'as pas dormi, eh ben, tes 2 heures, tu vas les perdre. De toute Ouais. façon. Parce que Tu te rappelles 2 heures, de... ça se Pardon. perd en 2 secondes. Ouais. Ouais, ouais. Tu te rappelles de Morgé, sur la PTL, le départ de la première base vie Morgé, c'était pareil. On était arrivé à midi, plein Ouais. cagnard. Vous mangiez à l'ombre, je me rappelle, tu avais des pizzas, etc. Et on était reparti. Ah oui, oui, Je sais plus oui, si vous oui. étiez parti avant nous, mais c'était pareil. Il y avait, je sais plus, Figure-toi que ça énormément de ressemble, dénivelé. figure-toi que ça ressemble énormément. T'as des vignes aussi et tout, et que même quand je suis arrivée là, j'ai dit ah mais putain c'est le truc de la PTL parce que ça ressemble énormément. Ouais. Ok. Waouh. Cogne, Ouais, donc j'imagine bien Donas, c'est le la. départ. En plus, tu Donc repars, t'es un peu fatigué, t'as dormi et tout, le temps de te relancer, machin, si bon, t'es en là, de plein toute façon, cagnard. ils m'ont même pas laissé dormir, donc j'ai pas dormi. Donc dans la montée, j'ai essayé de dormir, mais impossible parce que plein cagnard par terre et tout. Alors j'aurais très bien pu dormir au ravito sur les lits de camp parce que j'avais rendu mon sac, mais je pourrais plus. Donc là, j'ai fait, il faut s'écouter soi, il faut pas écouter ce que te racontent les autres. Tu le sais toi, t'es pas débile. Les cut-off, je les suis toute seule que j'allais être dans la merde et j'ai réussi toute seule à m'en sortir. Donc, il faut s'écouter soi, il faut pas écouter ce que te racontent les gens, même si c'est ton équipe, ils te veulent du bien, il faut savoir qu'ils sont stressés pour toi, ils te veulent que du bien, mais il y a des gens aussi qui étaient là, qui me disaient ah mais non tu vas pas dormir et tout. Non, il faut. Et d'ailleurs, ça je m'étais juré dans le truc, c'est de tous les jours il faut que j'ai au moins 1 heure ou 2 de sommeil. Parce que c'est ce que j'avais fait sur ma première course de 200 miles, la Swiss Peaks, ça s'était extrêmement bien passé. Et ben là, j'ai pas respecté mon protocole. Donc, si tu respectes pas ton protocole, eh ben voilà. Bon, bref, je monte.
Et là, j'arrive quasiment plus ou moins tout en haut. Et là, en fait, on va. Et en fait, tu as un split entre le Thor des Géants et le Thor des Glaciers pour rejoindre le refuge de Koda. Donc, le Thor des Géants va direct au refuge de Koda. Et le Thor des Glaciers monte sur un autre col. Et là, tu te chopes les crêtes de Koda. Alors moi, pour moi, les crêtes de Koda, tout le monde en avait fait toute une histoire à la reco. Moi, j'étais là, c'est hyper facile, les crêtes de Koda. C'est pas des crêtes non plus hyper dangereuses. À la reco, moi, ça s'était super bien placé. Je me dis, franchement, pourquoi tout le monde en fait toute une histoire? Ah bah ouais, bah écoute, de la nuit, c'est pas pareil, quoi. Alors, déjà, j'arrive aux crêtes de Koda de nuit. Donc là, il y avait des éclairs, mais qui étaient loin. Donc, ça va. Ils menaçaient pas, déjà, j'étais pas non plus sur les crêtes avec les éclairs sur ma tête. Mais là, quand même, je me dis, putain, tu commences à manquer de lucidité, puisqu'effectivement, j'avais pas dormi dans la montée. Tu vas peut-être attendre un concurrent. Donc là, j'attends un peu. Et là, il y a Marco qui arrive, encore un Italien. Et Marco, je lui dis, Marco, on passe les crêtes ensemble, on va à Coda ensemble. Il me dit, OK, pas de problème. Donc là, on part avec Marco, on cherche un peu, on trouve notre chemin. Je suis avec Marco, je lui parle. Et d'un coup, je suis en train de parler à Marco. Et d'un coup, là, je suis sous un rocher. Mais pas, tu vois, sous un rocher comme une cabane, tu vois, pas. Là, je suis en train de parler à une figurine. C'est Lucas Papi en Barbie. Tu vois? C'est comme Ken, Lucas Papi, mais qui a des cheveux. Donc, c'est Barbie. Tu vois, les cheveux de Lucas Papi. Donc, c'est Barbie, Lucas Papi. Et je lui parle en italien. J'ai mes habits qui sont tout déchirés. J'ai mon téléphone au fond des rochers qui est allumé. Donc, je pense que j'ai fait tomber mon téléphone, que j'ai voulu aller le chercher, que j'ai eu une hallucination et que d'un coup, en fait, c'était dans une scène. Et la seconde d'après, t'es dans une autre scène, tu vois. Donc, je sais pas ce qui s'est passé entre les deux. Donc là, j'étais sous ces rochers, là, en train de parler en italien à Luca Papi Barbie, quoi. Et je sais pas ce que je me disais. Je ramasse mon téléphone, je vois que mes habits sont déchirés, j'ai un peu de sang sur le genou, mais rien de, tu vois, juste une égratignure. Je me dis merde, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc je laisse Luca Papi. Je me rends compte que c'est un rocher, que c'est pas Luca Papi. Enfin une petite pierre. Je sors de ma cabane comme ça, et là je m'enrose, je suis sur les crêtes de Koda. Je vois les villages des deux côtés, mais je sais plus dans quel sens je suis, en fait. Je sais plus dans Oh, quel sens je suis. punaise. Et surtout, je vois plus Marco. Donc là, j'appelle Marco, Marco, Marco. J'avance dans un sens, je suis pas dans le bon sens, je avance dans l'autre, donc avec mon téléphone et le GPS. Et j'avance dans le bon sens, mais je trouve plus mon chemin. Et puis là, je vois la lumière de Marco. Et là, je dis Marco, ça va pas, je suis plus lucide et tout. Il me dit moi non plus. Je dis ah, on est dans la merde. On n'est pas lucide. Et je lui dis, Marco, est-ce qu'il faut qu'on fasse et qu'on se parle et on se concentre. Donc, je me mettais des gifs sur les joues et tout. Ouais. Je voyais le refuge de Koda au loin. Hein. Je savais qu'on en avait pour 1 heure maxi, quoi. Et donc là, avec Marco, on se concentre pour pas lâcher. Parce qu'en fait, si ton cerveau, tu le lâches une seconde, bam, d'un coup, c'est fini, quoi. Donc là, je me concentre à mort. Je parle à Marco. J'étais sur Koda. Je commence à voir les lumières sur le côté des géants qui arrivaient. Je me dis, là, on est sauvés. Les éclairs qui commencent à arriver à fond. Mais pareil, ils sont un peu loin, donc ça va. Donc j'arrive à Koda, je me dis c'est bon, je suis sauvée. Je vais pas dormir à Balma qui était le refuge d'après, je vais dormir à Koda parce que là je suis incapable d'aller à Barma. J'arrive à Koda, là la course ils me disent, donc là j'ai quand même failli mourir hein, honnêtement. Et là l'organe me dit bah non, pour dormir c'est dans 3 heures. Et là je dis bah très bien, je m'allonge sur la table et je dors. Et puis en fait il y a quand même une règle, c'est que c'est priorité au Thor des glaciers sur le Thor des géants. Donc ils me laissent Pourquoi un ils t'ont lit. dit pour dormir c'est dans 3 heures? Parce qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place pour D'accord. dormir. Donc je m'en foutais, moi je dis bah écoutez, de toute façon j'ai failli mourir, donc là je dors sur la table, vous vous démerdez. Donc là il me laisse un lit quand même. Je dors bien 2 heures. Hein. Franchement là je dors bien 2 heures. Et là je repars, c'est bon, je suis nickel, je mange et tout. Je pars nickel, j'ouvre la porte, putain de déluge, mais un truc de malade. Et là je dis non non, les gars, qui part avec moi? Je me dis je m'en fous, c'est de la pluie et je sais que on va pas être exposé sur cette partie. Et en plus je vais à mon refuge préféré, le refuge d'après, c'est le refuge de Barma. C'est mon refuge préféré de tout l'univers, quoi. Donc j'étais trop excitée d'aller là-bas et je m'en foutais qu'il y ait l'orage. Et là je dis qui vient avec moi? Donc là les mecs des géants, ils étaient au bout du rouleau, ils disent non non pas moi, j'attends. Et là je vois Anna qui avait réussi à passer le cut-off, celle qui m'avait laissé dans le refuge de Fricola. Elle me dit on s'en fout, on y va toutes les deux. Donc on y va toutes les deux, on embarque un mec qui avait fait la Swiss Peaks qui était sur les géants.
Et on part tous les trois, genre, mais c'était la fin du monde, quoi, la fin du monde. Donc, mais bon, on était bien, on était contents, on descendait, hop, on arrive à Barma, j'arrive à Barma, ils m'attendaient, c'était un refuge, j'avais fait la reco, ils sont très sympas, on se tombe tous dans les bras, ils me voient ma gueule, la fille, elle pleurait à moitié, là, je regarde ma tête, je fais, ah ouais, c'est vrai que là, parce qu'en fait, c'était devenu mon cocard était vraiment devenu dégueulasse. Là, je mange trop bien, parce qu'on mange trop bien à Barma, vraiment, mais là, je m'en refais une santé, je suis neuve, quoi, tu vois, c'est cool. Je repars, je me dis c'est bien, nickel. Donc là, on part de Barma et puis bah là je continue, la course continue plutôt pas mal et j'arrive à cet endroit là, Grouba que j'aime pas trop. On passe à une descente qui était facile à la reco, mais qui en fait avec tout ce qui était tombé était horrible. Donc là j'ai perdu énormément de temps aussi. J'arrive à ce refuge là que j'aime pas du tout, la Grouba. Pareil, on repart sur des crêtes et là je rattrape mon retard, tu vois. J'arrive au cut-off 3 heures avant à Gressoney. Donc j'arrive 3 heures avant au cut-off à Gressoney, tranquille. Gressoney, ça se passe pareil, un refuge, une base de ville où ton assistance elle a pas le droit de rentrer. Donc là je suis vraiment énervée parce que plus ça va, en fait tu vois commencer, plus ça va, plus t'es un bébé, t'es incapable de faire quoi que ce soit. Moi j'ai des problèmes de mains, donc les mains je peux pas les fermer, je peux pas, enfin tu vois, et c'est vraiment pénible parce que sur le hauteur des glaciers, des géants, tu peux pas avoir ton assistance dans les bases de vie alors que c'était un énorme gymnase. Bon c'est un peu, tu vois, c'est un peu énervant tout ça, mais bon. Donc là, je suis quand même plutôt en forme et je repars en me disant je vais pas dormir à Gressoney, je vais monter au refuge d'après, qui est le refuge de Citène, qui est super pour dormir et j'ai que 2 heures de montée en gros, quoi. Donc je monte là. J'embarque tout le monde derrière moi. Les mecs, ils hallucinent parce que je rattrape. Là, vraiment, je remonte bien. Je rattrape un groupe qui était bien, tu vois. Donc, je me retrouve avec ce groupe. Je trace ma route jusqu'à Citène, ils m'appellent, ils me disent non, tu t'es trompé. Je dis non, non, c'est là et tout. J'arrive bien 1 heure avant au refuge de Citène. Là, je mange genre un schnitzel. Je sens vraiment la dalle, elle revient. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut manger sur ces courses. Il faut bouffer de tout ce que tu peux, tout ce qui passe. Mais c'est là où t'es fort, quand t'arrives à manger tout ce qui passe, quoi. Donc là, je mange bien, je me mets au lit, le refuge de ouf, tu vois. Sauf que là, je me mets au lit, genre le petit lit avec il y avait même les toilettes dans la chambre et tout. Là, je me mets au lit. La nana me dit, vous voulez que je vous réveille? Non, non, c'est bon, pas besoin. T'inquiète. Mon réveil, ça suffit. Et là, putain, au lieu de dormir 2 heures, ben, je dors 4 heures, quoi. Enfin, non, je vais dormir 1 heure et demie et je dors 4 heures et demie. Oh, là, je me dis quel jour Waouh. on est. C'est genre dans ma tête, je me dis, en fait, on est déjà samedi, ça y est, la course, elle est finie, quoi. Et puis, donc, catastrophe. Catastrophe. Là, je vois que tous ceux qui étaient derrière, ben, ils étaient déjà repartis. Et je dis, bon, ben, écoute, c'est pas grave, là, tu fonces. Tu fonces. J'étais toujours dans les temps, hein. Donc là, je fonce comme une tarée. Là, j'arrive à rattraper un groupe qui était quand même pas trop loin derrière. Donc en fait, au final, j'ai vite rattrapé mon temps. Je suis montée comme une ouf. Là, on arrive vraiment sur les marges d'approche des 4000. On est à 3000, hein, mais il y a tous les 4000 autour et tout. Donc là, je fais des trop belles traces. Il y a tout le monde qui me suit. On est vraiment sur des pierriers. Je me régale parce que comme j'avais bien mangé, que j'avais bien dormi, bah, j'étais en forme, quoi. Donc là, j'avance bien. Tac, là, je rejoins un mec qui courait et je lui dis, mais qui était italien, qui s'appelle Mauricio. Et on se retrouve tous les deux. Il parlait pas anglais, il parlait pas français. Donc, impossible de communiquer. Et donc, avec Mauricio, ben là, on va passer ensemble les dernières 24 heures. Et avec Mauricio, on court, tu vois. On court, on avance, on court. Il m'attend pour tracer parce qu'il sait que je trace mieux que lui. Donc, dès qu'il y a des passages techniques, il m'attend. Je passe devant. Dès que il y a du plat ou des descentes, eh ben je le suis parce que il court, donc c'est lui qui me tire. Et du coup, on fonctionne super bien tous les deux. Tu vois, on s'arrête, on est super intimes. Je pisse devant lui, etc. C'est vraiment, c'est dans un état pas possible. J'ai dit Mauricio, c'est chaud là. Tu crois qu'on va le faire? Il me dit c'est bon, on va le faire. C'est sûr, on le fait. On arrive à Cervinia, donc l'endroit que j'adore, à côté du Cervin, c'est là où j'ai fait toutes mes années d'alpinisme. Donc on arrive au refuge ou à l'hôtel là-bas, et là on mange bien avec Mauricio. Je dis Mauricio, on part tout de suite là. Ouais, 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 ouais. Et en fait, le goal, c'est d'aller à Peruca Villermo, c'est le dernier haut refuge à 3000.
3002. Et en fait, on te dit que quand tu es à Peruka, ça y est, la course, elle est gagnée. Si tu es à Peruka avant minuit, la course, elle est gagnée. Donc là, on part sur Peruka. Moi, je commence à avoir un gros coup de pompe, j'ai la dalle, j'ai rien à bouffer. Là, il me file des trucs, genre en plus, tu sais, à la fin, j'avais tellement d'aft dans la bouche, je pouvais plus rien manger qui piquait et tout ça. Là, il me file de la viande, parce que c'est un mec qui habite dans les Abruzzes, il me file de la viande séchée. J'aime pas trop la viande, moi, en plus. Bon, bref, de la viande séchée au poivre, mais je mange ça comme l'homme de Cro-Magnon, quoi, tu vois. Alors, je le fais tomber par terre, je le ramasse, je le bouffe avec du sable et tout. Mais vraiment, j'aurais mangé de l'herbe par terre tellement j'avais faim. Mais c'est bien, tu vois, ça veut dire que ça va mieux. Et donc là, pareil, j'arrive à Peruka, c'est un refuge où je suis attendue aussi parce que j'avais fait la reco. Il m'avait dit tous les gens qui font la reco, ils réussissent et tout, et qui arrivent à Peruka. Donc, je suis attendue. Il y a le chien, les gardiens du refuge, donc on se tombe dans les bras, les pleurs et tout. Bon, bref, c'est génial, tu vas le faire. Vraiment, tout va bien, quoi. Tu vois, on est short, mais on va le faire. Donc, on est short, mais on va le faire et tout. Et puis, quand même, on nous avait annoncé un peu avant qu'il y avait le Mont Gelé, qui est un mont qui est difficile, qu'on n'allait pas faire, et que du coup, on avait un parcours de repli, mais que le parcours de repli faisait 10 kilomètres de plus. Et autant de dénivelé quasiment, mais moins technique. Et là, je me dis, mais non, mais moi, pour moi, le Mont Gelé, il est pas technique. Si tu traces bien, il est pas technique. Et donc là, c'est chaud, parce que ça veut dire qu'on nous rajoute 3 heures, quoi, tu vois. Donc là, je commence à me rendre compte qu'on est vraiment short sur les cut-offs. Donc je dis à Mauricio il y avait 2 autres Italiens qu'on avait rejoints là. Les gars, on part à 11h, donc je fous la pression à tout le monde et tout. Et 11h, on part du refuge. Voilà, mais voilà, on s'embrasse tous. On sait que c'est gagné. Enfin, on pense que c'est gagné, quoi, tu vois. Et là, voilà, catastrophe, en fait, redéluge. Et là, en fait, c'est moins rigolo parce que c'est pas le déluge en allant sur refuge. Là, on est vraiment sur une partie très dangereuse, très, très exposée. On est à 3002, il y a des éclairs, il pleut, il y a des éboulements, il y a des cordes, des échelles. Et moi, en fait, je suis en mode guerrière, c'est-à-dire que je dis rien. Bon, en plus, comme avec Mauricio, on peut pas se parler. Euh, on se dit rien. Genre, on avance, il me dit ça va, je dis oui, oui, j'arrête pas de tousser, et c'est hyper traumatisant. En fait, là, ça dure, je sais pas, 4 ou 5 heures jusqu'au refuge d'après. Mais là, on est là, mais on se dit, mais putain, mais qu'est-ce qui va nous arriver? En fait, en fait, on se dit, je dis ça, mais non, on se dit rien. On pense juste à mettre un pied devant l'autre et à pas tomber. On tombe, on se relève, on déchire les fringues, on machin. Il y a, il y a, il y a des mecs qui sortent de. En fait, les Italiens, il y en a qui sont un peu tricheurs et qui ont des gens qui les aident, tu vois. Donc, il y a des gens qui sortent de nulle part, qui aident le groupe devant. Et puis, nous, on est là, on descend avec Mauricio, et c'est vraiment chaud, quoi. Franchement, c'est chaud, mais en même temps, moi, je dis rien. Je me dis, de toute façon, faut survivre et il faut aller à Pareillé, et après, ça ira, parce qu'en fait, après Pareillé, c'est un peu de la route. Et après, par contre, je sais pas si ça va passer avec le variant, quoi. Alors que normalement, tu te rappelles, sur la PTL, nous, quand on avait un variant, c'était la teuf, quoi. Ça voulait dire qu'on avait gagné 2 ou 3 heures. Alors que là, en fait, le variant, en gros, ça nous rajoutait 2 ou 3 heures, quoi. C'est le cadeau Donc, empoisonné, quoi. ouais. Enfin, j'en sais rien, en fait. C'est ce que les gens nous ont dit. Donc là, j'arrive à Prairier. Donc là, si tu veux, on peut même plus se parler. C'est-à-dire que là, en gros, tu vois, on se dit, là, c'est vraiment chose qu'on a vécu. Enfin, on est choqué. En fait, on est choqué. Et puis là, je vois des gens là qui me disent, Périne, c'est terminé. Et je dis, mais comment ça, c'est terminé? Non, on continue, quoi. Non, non, on va pas le faire à temps. Je dis, mais si, si, si. Et là, en fait, je peux pas, il n'y a pas de réseau. Donc, sinon, j'aurais communiqué avec mon équipe. Donc là, il y a juste un mec du tuteur des glaciers qui me dit, non, non, mais tu vas pas le faire. Même si tu pars maintenant, alors c'était le déluge, hein, dehors, mais je dis, mais c'est le déluge, mais c'est au bord d'un lac, là, tu risques rien, tu vois. On vient de faire un truc, on a failli mourir, là, on va faire 6 bornes au bord d'une route, quoi. Enfin, sur un chemin de gravel. Et là, Mauricio, il me dit, j'abandonne. Les 2 mecs devant nous, il y en a un qui abandonne, et l'autre qui me dit, je pars tout seul, je pars pas avec toi. Donc, là, je dis, mais Ah si, ouais, j'arrive. carrément. Et ouais, mais en fait, lui, après, il a pris la route, il a pris un autre chemin. Je pense je sais pas s'il s'est fait sortir ou pas, mais il avait déjà en tête de pas passer par là où il fallait passer.
Donc moi, j'attends un petit peu, je suis vraiment dans le frigorifié, machin. Je dis à Mauricio, mais non, mais viens, on repart. On y va. Il me dit non, je peux plus. Et l'autre gars, bah, carrément, il va se coucher. Mais moi, j'avais pas sommeil. Enfin, personne n'avait sommeil, en fait. Mais juste si, je pense qu'ils avaient été tellement choqués par ce qu'on venait de vivre et qu'ils pensaient qu'on n'allait pas le faire jusqu'à Champillon. Et moi, je suis là, et le mec, il arrête pas de me dire, mais non, les autres, ils ont mis tant de temps, donc on fait des calculs, sauf que ton cerveau, il réfléchit plus. Donc, donc c'est sûr, je dis, mais moi, je m'en fiche, je veux pas le faire, je veux quand même essayer. Donc, je sors. Là, c'est vraiment le déluge. J'essaie d'avoir du réseau pour appeler mon équipe, il y a pas de réseau. Et là, ben, en fait, ben, j'abandonne, quoi. Enfin, j'abandonne. J'ai l'impression que c'est la seule option et à la fois j'abandonne et à la fois j'ai pas l'impression d'abandonner. Je me dis mais il va se passer quelque chose. En fait, je pense que je te dis j'abandonne, c'est que j'ai pas le courage de partir seule, quoi. Et en même temps, tout le monde me dit que si je pars, ça passera pas. Et je me dis mais c'est pas possible et je suis en état de choc, quoi. Et je suis en état de choc et j'ai des ampoules de ouf et tout, mais je me dis mais non mais c'est pas possible et c'est très calme en fait. Il est très silencieux, il y a personne, on est vraiment que nous. Et ils me foutent dans un lit, et puis quelques heures après, ils viennent me réveiller, mais je dormais même pas, et c'est fini, quoi. Et là, j'arrive même pas à comprendre que ce soit fini, je suis encore sous le choc. Et là, ils me réveillent quelques heures après, ils me disent, bon, ben maintenant, il va falloir qu'on marche 10 bornes. Genre là, ouais, du coup, tu t'es arrêté pendant, ouais, 2, 3 heures, un truc comme ça, 4 heures. Et là, bah, de toute façon, personne va venir te chercher, quoi. Donc, il faut que tu marches. Donc là, entre-temps, bah, tes ampoules, elles sont infectées. Tu sais, tu t'es arrêté plus de 2 heures, quoi. Donc, ton corps, il est plus du tout en état. T'es en état de choc de ce qui s'est passé cette nuit. T'es en état de choc parce que la course, elle est finie. T'as encore la tête dans cette montagne, en fait. Et voilà, et c'est fini. Et en fait, là, je suis vraiment en état de choc. Et je laisse un message à mon équipe. Et là, on part, enfin, genre, il fait jour, il pleut presque plus. Et, et pendant 2 heures, on marche. Enfin, et voilà, c'est fini. Puis il y a mon équipe qui est venue me récupérer et voilà. Et c'est fou, quoi, parce que, et là, en fait, j'ai pas pu trop parler pendant plusieurs jours, quoi. Voilà. Hmm. Et, je sais pas pourquoi, en fait, qu'est-ce qui m'a, je crois que je me disais, en fait, je j'ai pas l'impression de m'être sentie coupable comme, quand j'ai abandonné la dernière traversée de la Manche, où là, c'est moi qui ai dit stop, je veux plus vivre ce calvaire. Là, j'ai pas l'impression d'avoir dit stop, je veux plus vivre ce calvaire, parce que pour moi, c'était pas un calvaire. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai pas continué à marcher. Je crois que je le saurai jamais. Je crois que le choc, il est surtout du fait que ça s'arrête, et je pense que je l'aurais eu même à la fin de la course. Même si j'avais fini la course, j'aurais eu un choc psychologique aussi, parce que t'es tellement, il se passe tellement de choses pendant tous ces jours pendant 7 jours, que je pense que finalement le choc que j'ai eu de l'abandon, c'est aussi un choc de la fin de cette semaine, quoi. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'en fait, au final, je vis pas vraiment ça comme un échec, quoi. Je sais pas comment expliquer. J'ai beaucoup réfléchi, mais je sais pas trop. Ouais. Sur cette nuit que tu décris là, qui avait l'air apocalyptique, t'arriverais à mettre qu'est-ce que c'était exactement le choc? Il vient d'où? Est-ce que c'était les éléments, le fait de te sentir exposé, donc vulnérable, donc tu vois, Ouais. c'est dangereux, on peut y rester. C'était quoi le rythme, le cut-off arrivé? Non, non, je pense que c'était juste, là, t'es plus dans la course. T'es dans un endroit où tu devrais pas être. Euh, et t'essaies de passer le plus discrètement possible. Voilà. Euh, Parce que moi, j'ai déjà eu des histoires en montagne, j'ai déjà été pris dans une avalanche, et j'ai déjà failli mourir, et, et je sais que j'évite en général les situations d'exposition, mais en même temps, ça peut toujours arriver. Euh, mais quand ça arrivait, j'avais pas peur, tu vois, je me disais juste, reste concentré, passe discrètement et ça va aller, tu vois. Mais c'était quand même assez choquant, quoi. Euh, C'était quand même assez violent. Mais ce que je me disais, voilà, j'étais très concentrée. Et c'est là où je suis fière de moi, c'est que parfois et souvent et notamment quand on est en équipe où il y a d'autres gens, je me repose dessus. Et là, en fait, bah, il y avait Mauricio avec moi, mais comme on n'échangeait pas, bah, il y avait pas de connexion. Donc du coup, si tu veux, c'était un peu comme si j'étais toute seule, et j'étais très contente de moi parce que vraiment,
j'ai très bien réagi et j'ai fait ce qu'il fallait faire, tu vois. Et Ouais. j'ai pas perdu d'énergie à très souvent. En fait, j'ai une grosse perdition d'énergie à surréfléchir, à stresser, à me dire, à anticiper 50 000 scénarios, machin. Alors qu'en fait, la seule chose qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est surtout être concentré sur ce que tu fais et garder toute ton énergie pour poser ton pied au bon endroit et avancer le plus vite possible parce que quand tu es dans une situation de danger, il faut en partir le plus vite possible et voilà, mais en faisant attention. Hmm. C'est fascinant comme récit parce que j'imagine pour toi, c'est encore tout frais. Hein, là, on enregistre, l'épisode va être diffusé rapidement, mais c'était quoi, il y a 2 semaines, même pas 2 semaines Ouais, le retour. Donc ouais, c'est vraiment super frais. Mais c'est ce que je trouve fascinant, c'est d'entendre, tu vois, le récit de quelqu'un qui est quand même méga expérimenté sur l'ultra, tu le disais, t'as fait de l'alpi, c'est pas du tout la première course de ce format-là que tu fais. Et pour autant, ce qui est fascinant, c'est de voir qu'il y a encore des zones où t'as pas forcément la réponse. Tu vois, tu le disais, tu sais pas encore et peut-être que tu sauras jamais pourquoi t'as arrêté. Et en fait, je trouve que ça humanise vachement la performance. C'est-à-dire que bah, ça fait prendre conscience que voilà, même à ton niveau, bah, il y a encore peut-être des éléments où il n'y a pas de réponse évidente, en tout cas pas tout de suite. Donc ça rajoute un peu de magie aussi au truc, je trouve. il y a un mec qui m'a dit que pour réussir cette course, un mec qui a fini là, qui m'a dit il faut vraiment te faire confiance à 200%. Et je pense qu'il a raison et que par exemple le moment où j'ai laissé les gens me dire de pas dormir, bah, par exemple, ça, c'était une erreur. Le moment où j'ai laissé mon cerveau me dire ah là là, t'as pas mangé, tu vas pas y arriver, bah, ça, c'était une erreur. Et Hmm. c'est pas une raison, c'est plein de petites raisons. Et ça, c'est des choses, bah, la prochaine fois, ça sera fixé. C'est-à-dire que bah, la prochaine fois, je me ferai confiance, je dormirai. La prochaine fois, bon, ça remarque de pas dormir, ça, je l'aurais. Souvent, je fais l'erreur, mais bon. Mais par contre, voilà, de savoir que si tu peux boire et pas manger, c'est pas un problème. Voilà, et c'est petit à petit des choses que tu règles. Et je pense que voilà, c'est pas qu'une chose. C'est comme c'est quand il y a un accident, c'est jamais une raison, c'est toujours plein de raisons. Ouais. Là, c'est plein de raisons. J'ai vu des gens, tu vois, j'ai vu des gens dans cette course abandonner. Mais je te jure, il y avait un mec, euh, on était en haut d'une marche d'approche, il avait découpé toutes ses chaussures parce qu'en fait, tout le dessus de ses chaussures, il avait découpé parce que c'était intenable. Ses pieds avaient tellement gonflé que la douleur était intenable dans sa chaussure. Et je dis, mais comment tu vas descendre? On était en haut. Il me dit, je sais pas, mais je peux plus. Donc il a abandonné là. Il y avait les Japonais, ils avaient du tape, mais de partout sur tout leur corps. Et, et moi, je trouve ça incroyable. Je trouve ça, en fait, tu vois, pour moi, cette course, c'est tous les gens qui ont fini et qui ont abandonné. Alors d'habitude, je me dis, ah, c'est à tous les finishers, mais là, non, parce que, à part ceux qui ont abandonné peut-être au bout d'une heure, tu vois, mais bon, il y en a pas beaucoup, mais tous ceux qui ont, tu vois, genre, il y a, il y a, il y a une athlète française T'as vécu le combat, qui aurait quoi. sans doute, ouais, et tous, tu vois, une athlète française qui devait sans doute gagner, qui elle, elle a avancé un maximum alors qu'elle savait que la course avait été finie et elle vomissait, elle continuait. Et je crois que vraiment tout le monde est allé au bout de lui-même sur cette course et c'est ça qui est beau quoi. Enfin franchement, je pense pas qu'il y ait des gens qui ont abandonné parce qu'ils étaient un peu fatigués ou parce qu'ils ont dit Ouais. oh bah je vais pas gagner ou alors ah bah tiens tu sais je suis la 6e femme debout un truc comme ça. Il y en a 4 qui ont fini, la 5e qui était une nana qui aurait dû gagner. Enfin en même temps personne n'aurait dû tu vois mais elle s'est fracassé la tête et ou la jambe sur la dernière sur un des derniers juste un peu avant moi. Euh, c'est l'année dernière, Marina, je crois non, elle fait deuxième là. Marina, elle est tombée sur le dernier col du Barasson. Elle avait 10 heures d'avance. Elle s'est fait litroyer et il restait 30 kilomètres. Euh, c'est une course, tant que tu l'as pas fini, tout peut t'arriver. Tout peut t'arriver Hmm. et il y a beaucoup d'accidents, beaucoup de chutes. Voilà. Donc voilà, je sais pas si c'est parce que moi, peut-être que s'il m'était pas arrivé tout ce qui m'est arrivé, je dirais que j'ai pas eu de cul du début à la fin. Mais en même temps, est-ce que c'est une histoire de chance ou c'est une histoire d'expérience? Tu tombes pas si tu vois, si j'étais plus expérimentée en descente, peut-être que je serais pas tombée. Si je m'étais entraînée à la chaleur, peut-être que j'aurais pas eu ce coup de chaud. Euh, est-ce que c'est un manque d'entraînement? Oui, tu vois, je sais Ouais. rien. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça m'a fait beaucoup grandir. Et, euh,
et que et que voilà, moi je raconte un truc épique, mais je pense pas qu'il y ait une seule personne qui te raconte disant ouais j'ai fait le tour des glaciers, bon ça va, ça s'est plutôt pas mal passé, c'était cool. Ouais, ouais. Peut-être, peut-être, J'imagine. peut-être que l'an prochain, si je le fais, je le finis, je te dirais ouais ça va, ça a été. T'évoquais au début le fait, enfin tu vois, la première rencontre, en tout cas la première fois que tu as vu des gens partir pour le Tour des Glaciers, que c'était vachement émouvant. Euh, je suppose qu'à ce moment-là, tu imaginais plein de choses sur ce que la course, ce qui devait potentiellement vivre dans la course. Est-ce que ce que tu as vécu toi, tu dirais que c'est à la hauteur en termes, tu vois, de... J'aime bien cette image un peu de guerrier, parce que j'imagine que dans ce que tu racontes, pour moi, c'est un peu ça, tu vois, t'es un peu allé au combat en montagne. Est-ce que c'est Ouais. ça que tu as vécu? Est-ce que c'était à la hauteur de ce que tu imaginais? Ouais, ouais, moi c'est ça que j'ai vécu, hein. Bon, après, est-ce que je l'ai vécu parce qu'il m'est arrivé des trucs, une chute, machin? Mais oui, 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 c'était à la hauteur de ce que j'imaginais. Mais même quand j'avais fait la reco, qui était un truc assez doux au final, puisqu'il faisait chaud mais pas trop chaud, que le soir je mangeais en refuge, j'ai quand même trouvé ça assez dur et assez engagé. J'ai failli faire un truc, j'ai failli faire une très grave chute sur un passage. J'ai eu des moments très stressés à être toute seule sur la reco, parce que je faisais quand même, je partais des refuges de nuit pour essayer de faire une petite partie de nuit. Donc je me disais, j'avais oublié de prendre mon GPS, mon satellite. Je me disais, tu sais, il y a pas beaucoup de réseaux sur la course. Je me disais, putain, quand même là, je pars sur une reco, c'est engagé, quoi. Je suis toute seule, personne sait où je suis. Ouais. Donc oui, 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 ça reste un truc engagé. Mais la PTL aussi, c'était engagé, hein. Je veux dire, il y avait peut-être plus de normes de sécurité, tu vois ce que je veux dire. Ouais. J'ai eu moins l'impression sur la PTL de faire la guerre, mais mais en même temps, on a quand même fait des passages assez techniques hein, aussi, quand on y pense. Ouais. Effectivement. Mais encore une fois, comme tu disais, on était en équipe. Tu vois, et nous, je sais pas si tu te rappelles, mais on s'est retrouvés, on est parti à 3. Dans la première nuit, on s'est retrouvé à 2. Et ensuite, dès le mercredi, on s'est regroupé à 3 équipes. Donc, on était 7. Ouais, Et effectivement, ça a plus rien à voir parce que sur la navigation, bah, quand le gars qui fait la nav pour toi, il a des hallucinations, bah, tu sais que tu as au moins 2 ou 3 autres personnes qui peuvent prendre le relais. Quand t'es ouais. solo, même si t'as un peu moins de nav, que c'est plus facile, t'es quand même solo, quoi. Donc, Moi, je puis pour pense bien qu'il plus longtemps, tu faut, vois. pour la refaire, il faut bah, que je sois encore plus forte, que j'aille plus vite aussi en montée, je pense, pour pouvoir être sûre de rester accrochée. Parce qu'en fait, les premiers jours, ça va vite quand même. Tu vois, ça va beaucoup plus vite que sur la PTL. Et je pense qu'il faut que je reste dans des pieds tout le temps la nuit. Et ça, c'est quelque chose que sur les géants et sur le Swiss Peaks, j'ai toujours été dans des pieds. Mais bon, après, il y avait le balisage. Mais j'ai jamais fait des nuits seules. Et là, j'ai fait 3 nuits seules. Il faut 24, je crois. Il faut jamais faire des nuits seules. Hmm. Et ça, c'est vraiment une connerie de base que j'ai fait. Et quitte à rester ralentir. Et je pense qu'au début, j'étais trop vite par rapport à mon niveau. Donc, je rattrapais en descente ce que je perdais en montée. J'essayais de m'accrocher à la tête et en fait, c'était pas forcément là où je devais être. J'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ces courses, il faut pas être seul la nuit parce que tu perds trop de temps. Hmm. Faut jamais, et c'est trop dangereux en plus. Donc, il faut pas être seul la nuit. C'est pas possible, quoi. Non. J'ai eu un invité, Rémi Camus, qui fait de l'aventure, qui a une approche, tu vois, des expéditions, des courses, etc., que je trouve intéressante. Il dit qu'il y a toujours la phase de préparation, la phase d'exécution et la phase de digestion, de restitution qui est hyper importante. Toi, généralement, t'as l'expérience hein, dans l'ultra, mais une course comme ça, une fois que tu l'as vécue, il te faut combien de temps pour l'assimiler, on va dire? Bah, je sais pas trop, honnêtement. Bah là, quand même, je te dis, il y a eu quelques jours où j'étais dans un mutisme absolu. Après, j'ai eu besoin de. Bon, après, j'ai eu le boulot, donc j'ai été dans le boulot pendant plusieurs jours. Et après, j'ai eu besoin de. Je suis partie j'ai fait un aller-retour en urgence en France parce que je voulais être avec ma famille. C'est comme j'habite pas en France. Euh, donc, ça a été quand même assez violent. Donc, ça, c'était quand même plus euh, on va dire sur le coup de l'émotion. Donc là, je suis quand même dans la phase de digestion maintenant. Euh, je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais je pense pas que je l'ai encore digéré, hein. Ouais, ouais. Parce que t'as déjà d'autres courses, d'autres défis qui arrivent là dans le calendrier?
Sur cette fin d'année, je t'avoue que là, depuis hier, je commence à réfléchir qu'est-ce que je fais, etc. Puis le boulot, là, il faut absolument que je pose une semaine avant la fin de l'année, donc voilà. Euh, Normalement, j'avais prévu de faire un marathon à Valence, donc je voulais en mettre un peu de la vitesse et tout ça, mais je sais pas si c'est ça que j'ai envie de faire, donc voilà. Euh, mais j'arrive pas trop là à me projeter, tu vois. Ouais. Et après, je me suis dit, bah, allez, tu vas partir une semaine à Bali. Et puis en fait, après, j'ai dit, non, mais en fait, qu'est-ce que j'aille foutre à Bali ou alors je prends mon vélo et je grimpe des. Enfin, tu vois, enfin, je suis jamais partie en vacances sur un transat. Enfin, donc là, je me dis, bon, ne prends qu'une décision sur le coup de l'émotion. Non, je Ouais. sais pas. J'ai envie de refaire le Tour des Glaciers. Euh, ça, c'est sûr, je vais la refaire. Est-ce que je la refais l'an prochain ou dans 2 ans? Je sais pas. Euh, c'est sûr que je vais la refaire. C'est évident. Voilà. C'est beau, hein, 2 semaines après l'arrivée, avec ce que tu as vécu, d'avoir enfin, de te dire, j'y retourne, quoi. Bah, je le savais que j'y retournerais. Ça, je l'ai toujours dit, en fait. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que pendant la course, à un moment, j'ai dit, putain, il faut vraiment que je la finisse parce que je la referai pas. Et puis quand j'allais mieux, après ça, c'est quand je pouvais pas manger, et quand j'allais mieux, je m'étais dit, ah, ouais, c'est quand même bien, quoi. On est bien, là. On est bien. On est bien, c'est beau, c'est beau, c'est chouette, on se régale. Ouais. Non, j'ai eu des bons Ouais. moments dans la course, quoi. Non, Il y aura j'ai- donc un deuxième épisode pour toi sur cette course. ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Excellent. Eh ben, écoute, Perrine, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais partager, ajouter par rapport à ce que tu as vécu Non, sur la mais je sais course pas, toi, tu te lances sur quelque chose après la pételle, t'as pas eu envie de remettre ça? Ben, moi, la PTL, alors déjà, j'ai pas du tout ton expérience de l'ultra, donc la PTL, c'était vraiment la découverte pour moi. Je sais pas si j'ai commencé, j'ai peut-être pas eu une approche très intelligente en commençant l'ultra avec la PTL, mais ça m'a quand même mis, ça m'a quand même mis KO pour un bon moment. Et écoute, là, je discutais avec Tom, un des gars justement de la PTL, moi, j'aimerais bien quand même tenter le tort des géants, en tout cas tenter le tirage au sort, parce que Ouais. ouais, le format de ces courses-là, je trouve ça chouette finalement. J'ai pas un profil je suis pas rapide. J'aime bien être dans une bulle pendant un bon moment, et je trouve que c'est le format un peu idéal. Tu vois, c'est quand même dur. Voilà, tu joues avec certaines limites. Donc ouais, le tort des géants, j'aimerais bien aller voir ce que ça donne. Mais bon, faut être tiré au sort. Ouais, bah, il y a SwissPix, sinon, Ouais, ou la Suspix, ouais. encore Mais sinon, cette ouais. année, voilà, il y a rien eu. Il y a une petite expé en Norvège pour le Ouais. podcast, mais pas de folie sportive. Non, mais Normalement, moi, l'Alpsman l'année prochaine, et puis après, on verra. ah, c'est bien, c'est bien. Ouais. Et moi, il y a la Swissmix qui a lancé un format 660 qui m'a écrit, là. Je dis, bon, au début, Oh, j'avais dit, ouais, punaise. pourquoi pas, mais là, je me dis, on va essayer de finir le 450 déjà. Ouais. Après, c'est vrai que, voilà, le problème, c'est que quand tu fais des courses comme ça, tu peux en faire qu'une. J'aime pas refaire le même truc en général, j'aime bien me lancer sur d'autres choses. Donc, c'est pour ça que je te dis peut-être pas cette année, quoi, Ouais. mais voilà. Donc, non, non, c'est une belle aventure. J'ai trouvé que ça manquait au début. J'ai trouvé que ça manquait d'humanité, mais peut-être que c'est moi aussi qui n'ai pas réussi à joindre les groupes et tout. Et en fait, au final, ce que j'ai vécu avec ce mec là sur les derniers 24 heures, même si on s'est pas parlé et tout, c'était genre vraiment hyper fort, quoi. Il m'a écrit bon, en italien. Et après, je me dis c'est fou parce qu'en fait, sans se dire un mot, on s'est juste serré dans les bras et tout était dit, tout était fait, quoi. C'était hyper beau, quoi. Et c'est un souvenir, ce mec, je l'oublierai jamais, quoi. C'est vraiment ce qu'on a Ouais. vécu tous les deux. C'est incroyable, quoi. Et ça, c'est vraiment super fort, quoi. Donc après, t'es là, bah, c'est sûr, quoi. Tu retournes au bureau, bah, t'as la gueule défoncée, t'as tout le monde qui est là, ah, qu'est-ce qui t'est arrivé, machin, t'as payé pour ça, gna gna gna. Et toi, t'es là, mais enfin, c'est tellement fort ce que j'ai vécu, c'est tellement Ouais. beau, c'est tellement, enfin, c'est ce que j'ai vécu, tu peux pas l'acheter, quoi, tu vois. Ouais. Donc c'est magnifique, enfin, même si ça coûte cher aussi, hein. Mais ça vaut 10 fois tes vacances dans un resort, je sais pas où, tu vois. Et
c'est incroyable. Donc c'est vrai que c'est un peu dur la redescente parce que et puis t'as vraiment l'attachement à la montagne, quoi. Tu vis tout là-dedans, même si après, je trouve quand même sur le Tour des Glaciers, t'as 2 ou 3 passages dans des villes et ça c'est un peu dommage. Alors que sur la Swiss Peaks, t'es vraiment déconnecté du début à la fin. Tu passes rarement par des villages et tout, donc c'est ça qui est beau, moi je trouve avec la Swiss Peaks. Avec le Thor, c'est hyper agressif d'ailleurs. Tu retombes dans une ville et tu te sens agressé. Après, t'as le Grand Saint-Bernard, mais ça moi je suis pas allée jusque là, mais c'est un peu agressif. Mais sur ces courses-là, voilà, t'as vraiment une attache à la montagne. Et tu vois, je l'ai dit Hmm. dans mon post, t'es arraché quand tu finis. Et je te dis, je sais pas si le traumatisme, je l'ai eu parce que j'ai abandonné ou si je l'ai eu parce que c'était fini. Tu vois, je pense que j'aurais eu le même en étant finisher. Mm. Hmm. Ouais. Ouais, plus je rencontre des gens qui font des choses comme toi, plus j'ai vraiment l'impression qu'en fait, ce que tu trouves dans ces formats, tu peux pas trouver ça ailleurs, tu vois. Tu parles de rencontres humaines, enfin, de richesse, de partage, etc. J'ai vraiment du mal à voir dans quel contexte, bon, professionnel, c'est quasi, enfin, voilà, c'est évident, mais même ailleurs, tu vois, dans la vie de tous les jours, dans quel contexte tu pourrais vivre des choses aussi fortes qui finalement soudent les gens de manière méga durable, tu vois. C'est-à-dire que c'est Marco, c'est ça, hein, tu disais. Marco Maurizio, j'ai dit. Maurizio. Mm. Maurizio. Maurizio, j'imagine, tu le recroises dans 10 ans sur une course, eh Mais bien, ouais. il sera toujours pareil, tu vois. Donc, c'est quand même fabuleux ce que t'as créé là. Ah ouais, non, c'est clair. Ouais. On a failli mourir Excellent. ensemble. C'était incroyable. Non, non, et non, ils sont forts, hein. Franchement, ils sont forts. La trace, elle est belle. C'est, c'est- non, c'est un bel événement. Mais je te dis, je suis pas fan de l'Orgator en général, mais c'est des beaux événements. Hmm. Tu dis vraiment, et même le Tour des Géants, c'est chouette aussi, hein. Je veux dire, c'est une aventure incroyable. Donc je te souhaite d'être tiré au sort. Au croisé doigts, merci. Eh ben écoute Perrine, c'était génial de refaire un épisode avec toi, d'avoir ton feedback quasiment à chaud, on va dire à tiède après ta course. Franchement, Ouais. passionnant, émouvant, méga inspirant. Merci beaucoup pour ce que tu as voulu partager. Est-ce qu'il y aurait peut-être un message, toi, tu vois, quelque chose qu'on n'a pas forcément évoqué, que tu voudrais dire par rapport à cette course, à ce que tu as vécu et ce que tu en retiens là? Non, mais je pense que la différence entre ces courses et, enfin, sur cette course en tout cas, c'est que c'est fou, c'est que t'as vraiment jusqu'à la fin aucune certitude et que tout peut t'arriver, quoi. Et c'est aussi pour ça qu'il faut jamais rien lâcher, quoi. Et ça, c'est par contre dans tous les ultras, c'est-à-dire, mais ça, c'est dans tous les ultras, c'est-à-dire à un moment où t'es le plus au fond du fond, tu sais pas si 1 heure après ça va pas aller mieux. Bon, et sur celle-ci, c'est encore plus vrai dans le sens où tu as le risque de chute. Voilà, donc là, il faut être concentré jusqu'au bout. Et il y a quelqu'un qui me demandait tout à l'heure, à quoi tu penses pendant tout ça et tout. Et je me dis, mais tu penses à rien, t'es trop concentré en fait. Et c'est ça aussi, quand ça s'arrête, je pense qu'il y a quelque part ton cerveau. Ouais. Il y a un moment, je crois que j'ai dû réussir à écouter un podcast ou deux dans des passages faciles, mais sinon, j'en suis incapable, quoi. C'était tellement de concentration. Faut être focus. Ça, c'est ça aussi. Ton cerveau, il est vraiment concentré sur où tu mets les pieds, quoi. Et ça, c'est fatigant. T'as une fatigue intellectuelle qui est assez importante. Ouais. Punaise, tu sais quoi, ça fait quand même envie, hein. Bah, avec tout ce que tu racontes, je Ah, sais pas si j'ai un problème, mais ça fait quand même envie. Non, mais tu vois, de vivre quelque chose comme ça, enfin, c'est fascinant de t'entendre raconter cette bien sûr. expérience. C'est incroyable. Bref, je mettrai les liens en description s'il y en a qui veulent aller se renseigner, voir ton profil, regarder un peu tes stories. Et tu t'as Oui. prévu de le documenter d'ailleurs? Il y a un film, quelque chose qui va sortir? Ben, je crois que les garçons, enfin Valentin, donc en fait, c'était la première fois que bon, on avait été suivis sur la course, sur la PTL, mais là j'avais envie de d'avoir quelqu'un qui fournissait du contenu. Donc c'était la première fois moi aussi que je m'exprimais. En fait, je pense que c'est la première fois qu'on m'a entendu parler sur les réseaux sociaux. Et j'étais un peu stressée de ça aussi parce que je trouve que c'est hyper difficile de parler pendant la course parce qu'en fait tous les jours ils venaient tous les 24 heures à peu près les garçons ils venaient faire des photos et bon et surtout poser des questions
Et en fait, quand j'ai vu les images, 24, enfin, plutôt 2-3 jours après, parce que j'ai mis du temps à les regarder, j'ai trouvé que c'était pas mal, parce que c'était assez fidèle à qui j'étais, à comment ça s'était passé. Et je m'étais pas trop. Le premier jour, je me disais, oh là là. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que ça va intéresser les gens? Et puis en fait, après, je me suis rapidement plus du tout posé la question et j'ai juste dit les choses qui me sortaient. Et je pense que Valentin aussi posait les bonnes questions et en fait, c'est pas mal, quoi. Donc, bon, je sais pas si ça vaut le coup de regarder, mais en tout cas, peut-être qu'il y aura un documentaire de je sais pas, 10-15 minutes, je pense. On va pas faire trop long non plus. Je sais pas si c'est très intéressant, mais en tout cas, je suis contente d'avoir ces souvenirs on les a sur mes réseaux sociaux, de ces petites vidéos qui sont assez fidèles à ce qui s'est passé, en fait. Et il s'est passé pas mal de choses, donc tous les jours il y avait un nouveau truc. C'était un peu comme une série télé. Ouais. Et ça va être diffusé, tu sais déjà, t'as déjà une date? Non, il m'a dit fin d'année, là, parce qu'il bosse sur pas mal de projets D'accord. en même temps. Mais voilà, je le transmettrai sur mes réseaux sociaux. Voilà. Génial. Super. Bah écoute, merci encore Perrine, c'était passionnant. Merci à toi. Bonne récup, bonne digestion de cette course et puis Ouais. peut-être, j'espère, à une prochaine sur un autre ultra. Ouais, bien sûr. Il y en aura d'autres. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial avec Perrine jusqu'au bout. Je serais curieux de savoir si ça a donné envie à certaines d'entre vous de se lancer sur une prochaine édition du Tour des Glaciers. Comme d'habitude, cet épisode vous est proposé gratuitement, alors vous le savez maintenant si vous écoutez le podcast depuis un moment. Tout ce que je vous demande en retour, c'est de m'aider à donner encore plus de visibilité à mes invités exceptionnels. Pour ça, c'est super simple, ça prend quelques secondes, il suffit de laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et un commentaire si vous l'écoutez sur Apple Podcast. Si vous voulez m'envoyer des suggestions d'invités, vous pouvez le faire via le compte Instagram du podcast, lesfrappés.podcast ou par email à hello@lesfrappés.com. Merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.